La semaine dernière, deux F40 se sont crashés coup sur coup. Et comme souvent avec ces icônes à 2 millions d'euros, les incidents ont été filmés et les vidéos sont rapidement devenues virales. Ces accidents sont frappants parce qu'à première vue, ils semblent totalement incompréhensibles. Oh, non. On voit la voiture rouler en ligne droite à vitesse modérée quand soudain, elle sort violemment de la route. Étonnant, n'est-ce pas ? Évidemment, Internet s'est enflammé avec des milliers de commentaires où chacun s'est improvisé expert. Et honnêtement, j'ai été choqué par la quantité d'âneries affirmées avec autant d'assurance. Parce que derrière ces deux accidents en apparence mystérieux, il y a des causes bien précises et je vous garantis qu'elles vont vous surprendre. Non, c'est pas juste qu'une F40 est une propulsion légère, puissante et équipée de turbo. C'est plus subtil que ça. Et non, ce serait simpliste de juste conclure que le conducteur a fait n'importe quoi. Et non, il n'y a aucune raison non plus de postuler une rupture mécanique. Dans un instant, vous allez comprendre exactement pourquoi ces accidents se sont produits et pourquoi ce type de crash va se reproduire. Bonjour, ici Alex Wagner, votre ingénieur motoriste. Dans cette vidéo, on va décrypter l'enchaînement de causes derrière ces mystérieux accidents avant de retracer précisément leur déroulé seconde par seconde. Vous allez découvrir une série de causes et facteurs aussi inattendus que fascinants. Avant de plonger dans l'analyse, soyons clairs, nous n'étions pas sur place et encore moins au volant. Mais même sans être présent, on peut tirer de nombreuses déductions informées qui éclairent ces crashs intrigants sans être dans le jugement depuis le confort de notre salon. Vous êtes curieux de voir à quoi ressemble un rapport quart vertical sur une F40 ? En utilisant mon code promo 1GINGE, j'ai téléchargé le rapport de cette fameuse F40 qui vient de se crasher en Angleterre. Et suivez bien, parce que vous allez voir que les données dans le quart vertical vont nous être utiles pour l'enquête à suivre. D'emblée, on a 3 voyants verts. Kilométrage non trafiqué, statut juridique en règle, aucun dommage répertorié. Pour l'instant. Évidemment, ce 3e voyant vert va bientôt virer au rouge écarlate. Regardez la courbe de kilométrage. Plus de 40 000 miles, c'est-à-dire 65 000 km, c'est énorme pour une F40, sachant que la plupart affichent moins de 20 000, voire moins de 5 000 km. On remarque d'ailleurs que jusqu'en 2012, le kilométrage a augmenté assez vite, puis ensuite s'est stabilisé. Au point que Quart Vertical nous signale une possible anomalie, nous invitant à creuser pourquoi l'auto serait restée aussi longtemps à rouler aussi peu. Vous allez voir un peu plus loin pourquoi cette évolution ne doit pas vous surprendre, et surtout, comment elle éclaire les possibles causes de ce récent accident. Dans l'historique, on voit qu'en 2008, la voiture a échoué au contrôle technique pour un simple réglage de feu de route. En 2011, rebolote. Gicleur de pare-brise faible, feu de route toujours mal réglé décidément, et frein à main insuffisant. Rien de grave donc. Elle change de propriétaire en 2014, toujours en Angleterre. L'acheteur de l'époque a dû dépenser moins de 700 000 € et il peut se féliciter pour son placement parce que la cote a triplé depuis. Espérons néanmoins qu'il ait souscrit une bonne assurance. Vous aussi, vous voulez vérifier l'historique de votre voiture ou de la voiture que vous convoitez ? Profitez de mon code promo 1GINGE pour avoir droit à moins 20% sur vos rapports Quart Vertical. Merci à Quart Vertical de soutenir la chaîne et maintenant, revenons à l'analyse. La F40 est une supercar mythique des années 80, mais elle traîne aussi la réputation d'être particulièrement difficile à maîtriser. Pourquoi ? D'abord, c'est une propulsion exceptionnellement puissante. Officiellement donnée pour 487 chevaux, il se dit qu'elle en développait en réalité plus de 500. 500 chevaux, c'est plus de 5 fois plus qu'une Golf GTI, une des petites sportives populaires de l'époque. La F40 était tellement rapide que Ferrari à l'époque avait formellement interdit tout comparatif avec son successeur, la F50. Pourquoi ? Parce que malgré son V12 dérivé de celui de la Formule 1, la F50 aurait perdu face à la F40. Et avant que ceux du fond commencent à commenter que 500 chevaux c'est plus grand chose à notre époque où certaines berlines familiales développent le double, je vous invite à patienter. Vous allez comprendre. Ensuite, la F40 est d'une légèreté extrême. Avec seulement 1100 kg sur la balance, une F40 c'est à peine plus lourd qu'une Twingo. Elle atteint ce poids plume grâce à un dépouillement radical. Pas de moquette, les pieds posés directement sur le carbone Kevlar et une simple tirette pour ouvrir la portière. Vous comprenez, une poignée classique, ce serait trop lourd. Et pour gagner encore du poids, la peinture de la F40 était appliquée si finement qu'on voyait au travers la trame du carbone Kevlar de la carrosserie. Ironie du sort, certains clients se sont plaints à l'époque exigeant que Ferrari repeigne leurs autos. Et aujourd'hui, ces autos mieux repeintes valent nettement moins que les autos qui exhibent fièrement leur trame authentique. En termes de rapport poids-puissance, on est donc au niveau d'une Bugatti Veyron de 1000 chevaux. Sauf que, contrairement à la Veyron qui a 4 roues motrices, la F40 doit faire passer toute sa cavalerie par les seules roues arrière.
vous allez voir, c'est même pas ça son plus gros problème. La F40 est une berlinette à moteur avant. Le moteur placé au centre permet une répartition idéale de la masse sur les 4 pneus, offrant une adhérence optimale en virage. Surtout, rapprocher le moteur du centre permet de réduire le moment d'inertie polaire. Ça veut dire que la voiture va pivoter plus rapidement. C'est un peu comme un patineur artistique qui, pour accélérer sa toupie, va rentrer ses bras près du centre. Avantage, une voiture très agile qui s'inscrit bien en virage. Inconvénient, si elle dépasse ses limites d'adhérence et commence à pivoter, elle le fait très vite, vous laissant à peine le temps de réagir avant un tête à queue. Objection, Your Honor. Certaines berlinettes à moteur central, comme la Porsche Cayman ou l'Alpine A110, sont prévenantes et relativement faciles à conduire. Sustained. Vous avez raison, mais le Cayman et l'A110 sont des sportives modernes équipées d'aides à la conduite électronique ultra rapides. Dans la F40, pour le meilleur et pour le pire, vous êtes seul aux commandes. À l'époque, dans les années 80, il n'y avait aucune aide électronique pour venir vous sauver. Pas de lane assist pour rester dans la bonne voie, pas de contrôle de trajectoire pour récupérer une glissade, pas d'anti-patinage pour empêcher les roues de patiner, et la F40 n'a même pas d'ABS. Oui, pas d'ABS. Donc si vous voulez éviter de bloquer les roues lors d'un freinage d'urgence, je suis désolé, il va falloir prendre des cours de pilotage. Objection, Your Honor. À cette époque, il n'y avait aucune sportive qui avait des aides à la conduite, et pourtant, elles vous envoyaient pas toutes comme ça dans le décor. Sustained. C'est vrai. Mais attendez, parce qu'on arrive à la caractéristique principale qui rend la F40 aussi casse-gueule. Le moteur de la F40, c'est une puissance brutale et imprévisible. Le problème de la F40, c'est pas ses 500 chevaux, ni même son couple gargantuesque de 600 Nm déployé sur une voiture qui pèse à peine plus qu'un paquet de chips. Non, le problème, c'est la manière dont cette puissance est délivrée. Et si vous connaissez déjà cette caractéristique, restez bien parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'autres facteurs qui ont contribué à cet accident hors du commun. La F40 est équipée d'un moteur V8 de seulement 2,9 litres. C'est une petite cylindrée pour une supercar parce qu'elle devait répondre aux exigences du règlement de groupe B en rallye. Et pour sortir 500 chevaux d'une cylindrée aussi limitée, Ferrari a dû recourir à 2 turbos. 2 gros turbos. Les turbos fonctionnent en utilisant les gaz d'échappement qui entraînent une turbine qui comprime l'air d'admission. Plus l'air est comprimé, plus on peut injecter de carburant et plus le moteur développe de puissance. Problème, le turbo a besoin d'un flux suffisant de gaz d'échappement pour fonctionner. Mais une fois le régime critique dépassé, sur une F40, c'est autour de 3000 tours, les turbos se déclenchent soudainement, libérant des centaines de chevaux en un clin d'œil. C'est comme de réveiller un tigre en lui plantant un bâton pointu entre 2 côtes. Il bondit furieux et tente de vous arracher la tête. Sauf que c'est encore pire. Dans une propulsion légère, dénuée d'aide à la conduite, les pneus arrière sont vite dépassés par cette avalanche soudaine de couple. Pensez donc qu'une F40 est capable de faire cirer ses roues en 3e sur le sec. Alors sur le mouillé, imaginez. Et quand les roues commencent à patiner, là c'est le cercle vicieux. Les pneus perdent leur adhérence, le moteur monte en régime, les turbos soufflent encore plus fort et ça fait encore plus de puissance. Résultat, un patinage qui part en exponentiel et une situation qui devient vite incontrôlable. Objection, Your Honor. Ma sportive moderne a un moteur turbo puissant et pourtant elle part pas en cacahuète comme ça. Sustained. C'est une remarque valide. Regardez par exemple l'actuelle BMW M3, type G80. Même cylindrée et même puissance qu'une F40, et pourtant elle reste relativement docile. Comment ça se fait? Parce que les turbos modernes n'ont rien à voir avec ceux des années 80. Les turbos actuels sont dotés d'ailettes à géométrie variable qui s'adaptent au flux de l'échappement, rendant leur déclenchement plus progressif. Certains turbos ont même un petit moteur électrique pour les lancer plus tôt. Résultat, c'est encore plus progressif. Et c'est pas tout. Sur une F40, le seul contrôle du couple, c'est votre pied droit, relié par le câble d'accélérateur à l'admission d'air. C'est donc à vous de doser parfaitement, et toute erreur se paye cash. Si vous levez trop peu le pied de l'accélérateur, le patinage va continuer à s'emballer avec le régime qui monte. Et si vous levez trop brusquement, vous avez un transfert de charge vers l'avant qui déleste les roues arrière et peut vous envoyer en tête à queue. Avec la F40, à moins de trouver pile le bon dosage de l'accélérateur, soit vous perdez, soit vous perdez. Par comparaison, une M3 moderne, c'est une véritable éminence grise de l'électronique qui vous aide à garder votre cap. Il n'y a pas de câble d'accélérateur, il y a un capteur, un potentiomètre qui envoie votre demande de pied droit à un calculateur qui juge de la bonne ouverture du papillon d'admission. Le système sophistiqué peut freiner une seule roue,
peut décaler un peu l'allumage pour réduire la puissance ou carrément fermer un peu les gaz à votre insu. Résultat, la voiture cueille dans l'œuf vos petites erreurs, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Alors c'est parfait pour la sécurité routière, mais beaucoup moins pour l'apprentissage de la conduite sportive. Le problème, c'est que vous pouvez avoir l'impression de maîtriser dans votre M3 des années 2020, jusqu'au jour où vous allez prendre le volant d'une sportive ancienne, ou pire, d'une F40. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça, la F40 a une boîte de vitesse qui joue contre vous. La F40 a été conçue pour atteindre les 325 km/h, une vitesse incroyable dans les années 80. Mais à l'époque, Ferrari n'avait pas encore développé de boîte 6 vitesses pour ses voitures de route, et donc la F40 devait se contenter d'une boîte 5, comme une Golf. Et donc pour atteindre une telle vitesse maximale, c'est mathématique, il fallait des rapports longs, très longs. À tel point que la F40 pouvait atteindre les 100 km/h en première. Alors bénéfice secondaire, ça lui permettait de signer un 0 à 100 en seulement 3 secondes 7, parce qu'il n'y avait pas la perte de temps de devoir passer la seconde. Mais ces rapports longs posent un sérieux problème en cas de patinage intempestif. Parce qu'en seconde, la F40 peut frôler les 180 km/h. Ça veut dire que dans un scénario de patinage incontrôlé, les pneus arrière de la F40 peuvent passer en une seconde de 50 km/h à l'équivalent de 180 km/h, alors que la voiture, elle, reste plantée sur place. C'est violent et surtout, c'est très casse-gueule. Pour mieux comprendre l'impact de cette caractéristique, écoutons Mark Hales, un pilote professionnel qui a été l'un des premiers à tester la F40. Voici comment, 30 ans plus tard, il décrit l'impression indélébile que la F40 lui a laissée. And it's the way it delivers the performance, because you could just drive it down to the shops, and as long as you don't prod the gas and make it go on boost, it's just like driving, pretty much an ordinary car. But when it lit up, and you could get wheel spin in third, and it was just absolutely extraordinary, and it was then, and remains today, one of the most exciting cars I've ever driven. When it rained, no matter how much I thought, I can handle this, the boost just went up too quickly. It was dangerous, simply because the wheel spin built so quickly. Ça, c'était pour les généralités concernant la F40. Maintenant, on va regarder les vraies causes spécifiques de ces crashs, c'est-à-dire l'enchaînement terrible. Parce que les plus attentifs d'entre vous se posent peut-être une question légitime. On a compris que la F40 est sujette à patiner sauvagement. Et on sait tous que si la voiture patine sauvagement en virage, elle peut vous envoyer à l'équerre, en tête à queue et dans le décor. Mais, dans ces deux accidents, la voiture était bien droite quand le conducteur a accéléré. Alors pourquoi ne reste-t-elle pas simplement droite pendant qu'elle patine? Quelle est cette mystérieuse force qui la fait partir violemment de travers? Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante de l'analyse. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la seule nature difficile à dompter d'une F40 ne peut pas expliquer une sortie de route aussi spectaculaire. Sinon, il y aurait bien longtemps que toutes les F40 auraient été détruites. Non, pour comprendre, il faut adopter une approche similaire à celle des analyses d'accidents d'avion. Vous avez peut-être remarqué comment les accidents d'avion ne sont quasiment jamais causés par une seule défaillance isolée. Au contraire, c'est toujours un enchaînement de causes qui se succèdent, formant une chaîne d'événements qui conduisent à une issue souvent tragique. Et pour cette F40 en Angleterre, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour comprendre ce qui a conduit à cet accident, on va examiner les facteurs externes qui s'ajoutent à la nature déjà capricieuse de la F40. Premièrement, la chaussée mouillée, le pire terrain de jeu. Ce jour-là, la route était mouillée, donc glissante. Pas vraiment le meilleur moment pour sortir sa F40 avec cette puissance brute délivrée aux seules roues arrière. Deuxième facteur, le froid hivernal et donc une gomme hors de sa zone d'efficacité. On est en plein hiver, en Angleterre, donc une température extérieure avoisinant probablement entre 0 et 5 degrés Celsius. La voiture, elle, était équipée de pneus été, les fameux Pirelli P0, la montre d'origine de la voiture et qu'on reconnaît aisément dans les photos de l'accident. Le problème, c'est qu'à ces faibles températures, la gomme d'un pneu d'été se durcit comme du plastique. Résultat, une perte d'adhérence très nette. C'est justement pour ça qu'il existe des pneus hiver et des pneus toute saison. Mais alors pourquoi sortir une F40 en pneus été par ce froid-là? Il y avait un objectif à ce roulage et donc une pression de résultat. Le bruit court que le conducteur n'était pas le propriétaire, mais le technicien d'un garage spécialisé Ferrari. Cette hypothèse semble corroborée par les housses de protection qu'on voit sur les sièges, destinées à protéger l'intérieur
des salissures pouvant venir d'une combinaison de travail. On peut donc imaginer qu'il s'agissait peut-être d'un roulage de validation, par exemple après avoir changé les turbos pour vérifier qu'ils fonctionnaient bien. Spoiler, les turbos ont fonctionné vraiment très bien pendant au moins 2 secondes. Oh shit! Faut comprendre que ce type de situation met souvent une pression sur le technicien. Parce que c'est difficile d'appeler le propriétaire pour lui dire « Écoutez, je suis désolé, on va garder votre voiture encore 3 mois parce qu'on veut attendre que le printemps arrive. » Et cette pression, même implicite, est rarement favorable à la sécurité. D'ailleurs, l'emplacement du sinistre se situe à quelques encablures d'un spécialiste Ferrari renommé, accréditant l'hypothèse que la voiture venait probablement de chez eux. Peut-être que des pneus froids seraient la clé manquante. Et si la voiture se trouvait encore proche du garage d'où elle vient, c'est que les pneus étaient probablement froids. Est-ce que vous avez déjà vu des pilotes de course zigzaguer sur la piste pendant le tour de chauffe? Ils font ça pour faire monter leurs pneus en température, parce que des pneus froids n'ont pas la même adhérence que des pneus bien en température. Alors peut-être que notre technicien a laissé la voiture doucement monter en température au ralenti pour que l'huile soit bien chaude avant qu'il prenne la route. Mais dans ce cas-là, il aura négligé un détail crucial. Les pneus, eux, étaient encore glacés. Et soyons honnêtes, même s'il avait voulu les chauffer en roulant, par ce temps-là, sur des petites routes publiques, c'était franchement peine perdue. Au passage, les couvertures chauffantes qu'on utilise en compétition ne seraient ici pas utiles parce que les pneus retomberaient très vite en température, c'est même pas la peine. Donc vous voyez comment des causes extérieures peuvent commencer à s'accumuler pour mener à une issue inévitable? Vous voyez, on a des facteurs qui concourent à rendre la sauvage F40 encore plus délicate dans ces conditions inadaptées. Mais l'enchaînement fatal ne s'arrête pas là. Le 5e facteur, ça va être l'âge présumé des pneus. J'explique. Il y a 15 ans, une F40, ça se négociait à peu près 200 000 euros. Aujourd'hui, la cote a explosé. Ça vaut 2 millions d'euros, soit 10 fois plus. La plupart des F40 sont désormais conservées bien au chaud dans des collections privées, des musées ou utilisées comme des investissements financiers. Elles sont traitées comme des trésors, un peu comme cette bouteille de Romanée Conti Grande Année 45, si précieuse qu'on n'ose plus la boire. Une telle bouteille a récemment été vendue 500 000 $ aux enchères. Dans le cas de cette F40, regardez, le rapport quart vertical est sans équivoque. Ces dernières années, l'auto a roulé guère plus de 100 km par an. C'est juste le strict minimum pour éviter qu'elle s'abîme par manque d'utilisation. Pour en savoir plus sur ce point, voir ma vidéo sur les gros kilométrages qui cumulent déjà plus de 200 000 vues. Et quand une Ferrari roule aussi peu, c'est compréhensible de repousser le changement des pneus lorsqu'ils arrivent à expiration. Ça fait toujours 3 000 € de gagné. Le problème, c'est qu'avec le temps, la gomme se durcit, se craquelle et perd une grande partie de son adhérence. Alors si cette F40 roulait avec des pneus hors d'âge, ce qui semble vraisemblable, alors le technicien devait composer avec un niveau d'adhérence dangereusement réduit. Le 6e facteur, c'est le profil de route qui intègre une subtile courbure piégeuse. C'est une ligne droite, c'est sûr, mais c'est pas une ligne plane. Car voilà, les voies publiques sont légèrement bombées pour permettre à l'eau de pluie de s'évacuer. Pourquoi c'est important? Regardez, dans l'accident anglais, la F40 pivote violemment vers la droite, alors que dans l'accident monégasque, elle pivote violemment vers la gauche. Le sens de rotation n'a rien d'un hasard. Dans les 2 cas, la voiture pivote vers la partie haute de la chaussée, c'est-à-dire le centre de la route. J'explique. Sur une surface parfaitement plane, les pneus qui patinent gardent une adhérence qui est équilibrée. La voiture reste droite et fait un simple burn-out en patinant sans dévier. Mais sur une chaussée bombée, la partie haute de la route exerce une pression supplémentaire sur le pneu, ce qui augmente son grip. Alors que la partie basse va offrir moins de grip puisqu'elle se dérobe. Et quand l'adhérence est suffisamment faible, chaussée mouillée, pneus congelés, gomme vieillissante, alors cette différence devient suffisante pour faire pivoter la voiture vers la partie haute de la chaussée. Un exemple que j'ai vécu illustre bien cette dynamique. Il y a une dizaine d'années, pour le fun, j'ai sorti ma Porsche 997 GT3 Club Sport dans le centre de Paris, sous la neige. Sur une surface verglacée, alors que j'avançais pourtant qu'à un pas de marche, la voiture s'est mise à pivoter inexorablement vers le centre de la route, juste à cause du bombé de la chaussée. C'est exactement la même dynamique qu'avec cette F40. La différence, c'est que moi, j'étais à 2 km par heure, donc ce fut parfaitement bénin. Le 7e point, c'est la surprenante réaction du conducteur
entre instinct et paralysie. Quand une voiture commence à partir en travers à l'accélération, le réflexe naturel, c'est de contre-braquer dans le sens inverse pour ramener la voiture droite. Pourtant, dans cet accident, on voit parfaitement bien que les roues sont restées droites pendant toute la dérive et jusqu'à l'impact. Le conducteur n'a pas contre-braqué d'un iota. Alors ça peut surprendre parce que contre-braquer n'est pas un geste qui est réservé aux pilotes experts. Au contraire, c'est une action intuitive qui ne demande ni formation spécifique ni entraînement particulier. Quand le nez pointe trop d'un côté, le cerveau veut compenser naturellement dans l'autre sens. Ça se fait tout seul. Cependant, la vraie difficulté réside dans la précision du contre-braquage. Combien faut-il braquer et surtout, quand est-ce qu'il faut débraquer? C'est ici que l'expérience et l'entraînement vont jouer un rôle clé. Regardez l'accident de la F40 monégasque. Le cul part à droite, le conducteur contre-braque bien, mais il ne débraque ni assez tôt ni assez vite. Résultat, il rattrape initialement la dérive, mais il surréagit et donc il envoie la voiture dans une dérive inversée qui se termine en catastrophe dans le rail. C'est une erreur classique que beaucoup commettent. Moi-même, dans ma vingtaine, j'ai envoyé la voiture de mes parents dans le fossé parce que j'ai voulu jouer au pilote apprenti sur un chemin en terre. C'est seulement après des cours de pilotage sur circuit que j'ai pu apprendre et sentir que si contre-braquer, c'est facile et intuitif, apprendre à débraquer au bon moment et à la bonne vitesse, ça, c'est délicat et ça nécessite entraînement. Mais alors, pourquoi ce technicien n'a-t-il pas contre-braqué du tout? En psychologie, on sait que face à une situation d'urgence imprévue, il y a deux types de réponses. Certains passent à l'action sous l'effet d'une montée d'adrénaline, pendant que d'autres restent figés, paralysés par la peur. C'est ce deuxième comportement qui explique certaines tragédies, comme celle du crash à Tenerife dans les années 70. Lorsqu'un Boeing 747 au décollage a percuté un autre 747 sur la piste, plusieurs dizaines de passagers ont initialement survécu au choc, pourtant ils sont morts dans l'incendie qui a suivi, incapables de s'évacuer à temps parce que figés sur place par la peur. Dans ce cas, ma théorie, c'est que le conducteur fait partie de cette catégorie de gens qui, sous l'effet de la panique, se figent totalement. Ça fait pas de lui un mauvais conducteur, ni même un abruti, comme on peut lire dans certains commentaires virulents. Ce type de réaction, c'est humain, et ce technicien mérite notre compassion. D'autant qu'il n'est pas certain que ni vous, ni moi, on aurait fait mieux à sa place. Avec ces 7 facteurs externes, il devient évident que l'accident n'est pas dû à une seule cause. Au contraire, on a une véritable accumulation de facteurs externes qui s'ajoutent à la nature déjà difficile à maîtriser de la F40. En accidentologie, c'est ce qu'on appelle le modèle du Swiss cheese, ou fromage suisse. Chaque tranche de gruyère représente une couche de défense. Mais quand plusieurs facteurs coïncident, les trous des différentes tranches s'alignent, laissant le danger traverser les différentes couches, et là, c'est l'accident. Alors ça y est, nous sommes enfin en mesure de reconstituer instant par instant le déroulé de cet accident spectaculaire et d'apparence mystérieux dans lequel on a une voiture qui semble bondir de la route sans raison apparente. C'est une froide journée d'hiver en Angleterre. La chaussée est mouillée et glissante. Un technicien doit valider une intervention sur une F40. C'est son travail. Il ne peut pas juste attendre que le printemps arrive. Les pneus étaient vraisemblablement hors de date, sont devenus bien trop durs par ces températures avoisinant les 0 degrés. Des pneus restés froids, puisque la voiture est encore proche du garage, son point de départ. Prudent, le technicien attend une ligne droite pour commencer à accélérer progressivement. Mais dès 3000 tours, les turbos se déclenchent et c'est une avalanche de couple qui déroule sur les pneus arrière qui se mettent à patiner immédiatement. Sans antipatinage, tout repose alors sur le pied droit du conducteur. Un minimum aguerri, le technicien soulage probablement un peu l'accélérateur, comme il l'a fait tant de fois avant avec d'autres voitures de sport. Mais avec une F40, ce soulagement de l'accélérateur ne va pas suffire. Parce que le régime a déjà bondi d'à peu près 2000 tours et les turbos soufflent encore plus fort et donc les roues patinent encore plus furieusement. Le deuxième rapport est enclenché et tire jusqu'à 180 km/h, laissant les pneus patiner potentiellement vastement plus vite que la voiture n'avance. Le bombé de la route, qui donne un peu plus de grippe d'un côté que de l'autre, commence à pivoter la voiture. À ce moment, le conducteur est probablement surpris que son léger lever de pied, qui d'habitude calme le jeu, là, semble l'aggraver.
Pris de panique, il enlève brusquement son pied de l'accélérateur. Mais ce mouvement transfère immédiatement du poids vers l'avant, délaisse les roues arrière et accélère le mouvement de pivot. Submergé, paralysé, le conducteur se fige et n'essaye même pas de contrebraquer, laissant la voiture partir complètement à l'équerre. Une fois la voiture complètement en vrac, finalement il freine, soit par instinct de survie pour limiter les dégâts, soit juste pour poser son pied quelque part qui ne soit pas l'accélérateur. Être spectateur de l'accident qui est en train de se dérouler tout autour de lui. La F40 arrache un lampadaire, ça c'est le facteur malchance, et finit sa course posée sur son flanc. Le bloc avant arraché, le bloc arrière sévèrement endommagé, le berceau avant et la suspension arrière a changé, et sans doute bien d'autres dégâts moins visibles sur ces 2 seules photos. Ainsi, c'est pas juste une voiture brutale, ni un conducteur incompétent. C'est l'alignement malheureux de nombreux facteurs qui a transformé un simple essai routier en accident spectaculaire. Et la suite ? On imagine aisément les discussions douloureuses et les disputes houleuses qui ont dû suivre. Mettez-vous à la place de ce pauvre technicien. La boule au ventre au moment de prendre son téléphone pour appeler son patron, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, se sentant probablement totalement responsable à cet instant précis. Maintenant, imaginez le patron avec la même boule au ventre, contraint de passer le coup de fil au propriétaire pour lui en parler. La voiture ne partira pas à la casse. À ce niveau de prix, tout reste réparable d'un point de vue économique. Mais la facture risque d'être vertigineuse. Les pièces de F40 fournies exclusivement par Ferrari sont exorbitantes. Un moteur de F40, par exemple, aujourd'hui, en échange standard, est facturé 750 000 €. Même si ici, le moteur est vraisemblablement indemne, la facture finale pourrait bien dépasser le demi-million d'euros. Petit rappel, quand Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, a eu, avec sa McLaren F1, un accident remarquablement similaire, les coûts de réparation ont dépassé le million d'euros. Faudrait qu'on refasse un quart vertical sur cette F40 dans un an, juste pour voir. L'accident devrait figurer et je me demande bien ce qui sera marqué dans la zone qui estime le montant des réparations. En ce qui concerne l'assurance, je me fais pas d'illusions. Les assureurs cherchent souvent la moindre faille pour se soustraire à leurs obligations, comme ce fut mon cas il y a plusieurs années quand je me suis fait voler ma Ford Mustang de 66. L'assureur a tenté de me refuser l'indemnisation en prétextant que l'expert qui avait fait la valorisation de la voiture n'avait pas la bonne accréditation, alors même que cet assureur utilisait ce même expert pour leurs propres besoins. Il m'a fallu 3 ans de procès pour enfin toucher les 50 000 € qui m'étaient dus. Alors concernant ces accidents de F40, la réaction de mon meilleur ami qui roule en Citroën C8 et qui n'a aucun intérêt particulier pour la conduite sportive a bien résumé la situation. Donc, je résume, ça n'avance pas, puis d'un coup ça avance trop, et si tu lèves le pied, soit c'est pas assez, soit c'est trop, dans les 2 cas tu te plantes, le tout pour 2 millions d'euros, je vais garder mon C8. Alors non. Évidemment, faut surtout pas conclure de ces accidents que la F40 n'a sa place que dans un musée. Parce qu'une F40, c'est avant tout un sommet absolu de plaisir de conduite. Écoutons encore le pilote Mark Hales qui a expliqué que la F40 pouvait être dangereuse, mais aussi exaltante. It's the intimacy of the thing and the fact that you're so connected to everything because there's no interference. The Enzo that came after it was just like driving a computer game compared with this. This was just so tremendously wonderful. It remains one of my absolute all-time favourite cars. L'homme ne se découvre que lorsqu'il se mesure à l'obstacle, disait Antoine de Saint-Exupéry. Regardez donc Jacques Lafitte, ancien pilote de Formule 1, se mesurer à l'obstacle dans une F40 LM, la redoutable version compétition de la F40. On le voit clairement en difficulté, mais toujours d'un flegme incroyable dans ses mocassins de ville. On adore.
Vous voulez voir un autre décryptage? Regardez mon analyse des gros kilométrages en matière de voitures d'occasion. Faut-il fuir les voitures kilométrées ou peuvent-elles présenter des bonnes affaires? Comme pour cette F40, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles n'en ont l'air.